Bonjour. Donc nous sommes donc ravis d'accueillir avec Sandrine Doppler sur le média Planète Food Santé. Donc le premier webinaire de l'Institut for a Positive Food. Donc aujourd'hui, nous allons discuter et débattre pendant environ 1 heure et demie autour du sujet entre nutrition et environnement. Jusqu'où peut-on végétaliser l'alimentation? Ce webinaire, il va être le premier d'une série de 3 webinaires au sujet de la transition alimentaire. Donc, tout au long du webinaire, vous avez la possibilité de nous poser vos questions donc dans l'onglet questions sur le côté. On va y répondre à l'issue des interventions. Et si vous rencontrez des problèmes de son, autres problèmes techniques, il y a l'onglet chat. Vous pouvez nous poser vos questions et nous en faire part dans cet onglet. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Daniel Thomé, qui est président du conseil scientifique de l'Institut for a Positive Food et président honoraire de Nutrition Humaine, et Nikta Vaigi, qui est membre du conseil scientifique de l'Institut et qui est à la direction nutrition du groupe Savencia, et qui vont donc introduire ce webinaire en commençant par vous présenter cet institut. Je vous souhaite un bon webinaire et Sandrine vous parlera à la fin de ce webinaire, d'environ 1 heure et demie, des perspectives et des prochains. Très bon webinaire à tous. Bon webinaire à tout à l'heure. Bonjour. Alors, il faudrait la première... Voilà, merci. Voilà, donc Daniel Thomé, j'ai été présenté, je suis professeur honoraire de nutrition humaine. Je suis ravi donc d'ouvrir ce webinaire et je remercie tous les participants de participer. Donc très rapidement, l'Institut Positive Food est un institut qui veut proposer une vision positive de l'alimentation qui allie santé, plaisir, convivialité et responsabilité. Et évidemment, on retrouve dans ces objectifs l'alimentation diversifiée, équilibrée, saine, durable, accessible au plus grand nombre, et avec l'idée de se baser principalement sur des aliments bruts, traditionnels, peu transformés, et qui s'inscrivent dans les cultures et les politiques alimentaires locales. Ça rejoint évidemment toutes les recommandations par tous les organismes et les autorités de santé publique qui s'intéressent à l'alimentation. Donc les objectifs, c'est de soutenir cette vision positive en lui donnant une assise scientifique et évidemment de soutenir des actions concrètes dans le domaine des objectifs de l'Institut. Diapositive suivante. Voilà, donc très rapidement, l'activité de l'Institut est soutenue par un conseil scientifique dont j'assure la présidence et auquel participe donc Pascal Ebel, qui est une spécialiste de consommation et qui dirige le pôle consommation et prospective du CREDOC, Philippe Legrand, qui est professeur de nutrition à AgroCampus Ouest, Jean-Louis Perrault, qui est directeur de recherche à l'INRA et directeur scientifique adjoint à l'agriculture, c'est un spécialiste évidemment de l'agriculture et en particulier des problèmes d'élevage, et Yvette Soustre, qui est nutritionniste et directrice nutrition du CNIEL. Diapositive suivante. Voilà, donc là, le conseil scientifique de l'Institut a élaboré une charte qui définit un peu la feuille de route de l'Institut. Bon, on pourra bientôt trouver cette charte sur le site de l'Institut qui permettra de bien voir quels sont les points forts et les objectifs de cet institut. Voilà, diapositive suivante. Voilà, donc je passe la parole à Nikta qui va un peu illustrer les activités de l'Institut. Merci Daniel, bonjour à toutes et à tous. Donc tout à fait en phase et en accord avec la charte Positive Food qui a été rédigée par le conseil scientifique. L'Institut se fixe deux grands objectifs. Premièrement, produire, diffuser, vulgariser des données scientifiques avec un focus bien sûr sur les 3 axes forts de Positive Food que Daniel vient de présenter, que vous voyez également à l'écran, donner une place centrale au plaisir, allier aussi la santé, aliments bruts peu transformés et surtout intégrer aussi la dimension de pratiques locales et pratiques alimentaires culturelles.
Le deuxième grand objectif de l'Institut, c'est de favoriser l'échange entre les différents acteurs et stimuler l'élaboration d'actions spécifiques. Suivante, s'il vous plaît. Donc pour cela, nous faisons vraiment de l'Institut un lieu d'échange, d'expertise scientifique et également d'action en faveur de la transition alimentaire. Pour la partie expertise scientifique, cela peut être par exemple des interviews, questions-réponses avec les experts dans différents domaines pour traiter les questions très spécifiques, ou alors la rédaction ou l'analyse d'articles ou organisation de débats et de webinaires scientifiques avec les experts, le premier étant aujourd'hui. L'Institut a également, non, est-ce qu'on peut revenir? Excuse-moi, s'il te plaît. L'Institut a également pour objectif de mettre en place des actions concrètes de terrain, c'est-à-dire vraiment apporter un service et une aide pour aider à la transition alimentaire et à l'adoption de l'alimentation saine et durable. Par exemple, avec la mise en place des partenariats et d'actions d'intervention au niveau des collectivités, ou alors avec le pôle de formation à l'alimentation saine et durable qui a pour objectif d'élaborer et de mettre en place des sessions de formation sur demande et sur mesure adaptées à chaque cible. L'Institut va également attribuer prochainement un prix Innovation Positive Food pour soutenir les startups innovantes qui proposent des démarches ou des projets pour soutenir la vision Positive Food. Voilà donc pour une présentation très rapide de l'Institut. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et je passe donc la parole à Yvette Soustre. Merci Nikta. La suivante s'il vous plaît. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet de ce séminaire et de vous présenter nos trois intervenants, je voudrais simplement faire deux petits rappels pour être sûr qu'on part tous sur les mêmes bases et finalement un petit peu de vocabulaire. Donc, dia suivante, s'il vous plaît. Donc, finalement, la définition de l'alimentation durable, comme on va le voir, c'est une définition assez complexe. C'est une notion qui avait été définie au départ par la FAO et qui se basait sur 4 piliers. Le pilier nutrition-santé, un pilier culture et un pilier économique et un pilier environnement. En simplifiant, on pourrait dire qu'une alimentation durable, c'est un ensemble de pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement. Elle doit notamment être accessible économiquement, mais aussi rémunératrice, être en adéquation avec la diversité des attentes sociales et culturelles et également maintenir la capacité des générations futures à produire. Dia suivante, s'il vous plaît. Mais cette alimentation durable, vous la voyez au milieu à gauche de la partie rouge, elle n'a de sens que si elle se base sur des systèmes alimentaires durables. Et ces systèmes alimentaires durables vont eux aussi avoir des implications environnementales, des implications économiques, des implications sociales. Et tout ça est très s'imbrique totalement et s'appuie aussi sur des objectifs de développement durable qui ont été donnés à la fois par les Nations Unies, la FAO et l'OMS, mais dont on va reparler un petit peu après. Donc simplement pour dire que ce workshop va parler beaucoup de nutrition, beaucoup de systèmes agroécologiques, mais il ne faut pas oublier ces autres dimensions, à la fois politiques, à la fois économiques, à la fois sociales, à la fois culturelles, dont on va parler un peu moins, mais qui sont très importantes. Donc, sans plus attendre, dia suivante, s'il vous plaît. Je passe la parole à Pierre-Marie Aubert, qui est chercheur à l'IDRI, et qui va nous parler du scénario TIFA. Et Pierre-Marie va nous expliquer ce qu'est ce scénario TIFA.
Donc, Pierre-Marie, je te passe la parole. Si tu arrives à mettre ton slide, j'ai l'impression que ça arrive. Parfait, à toi. Bien, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, le titre est un petit peu long, extensifier l'élevage, végétaliser l'alimentation, quels enjeux pour un système alimentaire agroécologique. Je vais vous présenter, donc c'est les questions que pose un scénario de transition agroécologique, de généralisation agroécologique à l'échelle de l'Union européenne, question que ça pose pour notre alimentation et pour notre production agricole. Qu'est-ce que c'est que le projet 10 Years for Agroécologie duquel je sors ce scénario très rapidement? C'est un exercice de prospective qui vise à identifier en fait à quelles conditions on peut faire une transition alimentaire et agroécologique d'ici 2050 en tenant en compte simultanément les enjeux de biodiversité, de climat et de santé humaine. Donc on retrouve les éléments qu'Yvette vient d'évoquer. Et l'enjeu, c'est une prospective qui vise à alimenter un débat public sur quel agenda de transformation pour les 10 prochaines années de notre système alimentaire. C'est un projet qui est porté par l'IDRI. IDRI est un think tank basé à Paris qui travaille sur les questions de développement durable en association avec un bureau d'études qui s'appelle ASCA qui travaille sur les stratégies pour l'environnement. Et ce dont je vais vous parler essentiellement aujourd'hui, c'est les résultats d'une modélisation biotechnique qui donne à voir, en fait, à partir d'une vision explicite de l'agroécologie, quelles implications ça a à l'échelle de l'Europe, échelle qu'on a jugée la plus pertinente, puisque l'essentiel des politiques publiques qui organisent aujourd'hui le système alimentaire sont des politiques européennes, qu'on parle évidemment de la politique agricole commune, des politiques commerciales, du droit de la concurrence ou, on va dire, des guidelines en matière et même des réglementations sanitaires en matière alimentaire. Et donc, on se nourrit d'expériences existantes avec des hypothèses un petit peu différentes. Derrière ce que je vais vous raconter, et sans faire trop de détails, il y a évidemment un socle conceptuel et de modélisation qui nous permet de représenter le fonctionnement du système alimentaire européen. Je ne rentre pas dans les détails, mais alors là, on ne voit pas très bien. Vous voyez ici des petits pointillés qui représentent l'Europe. En fait, on a représenté l'Europe comme un grand système alimentaire où on n'a pas regardé l'hétérogénéité à l'intérieur de l'Europe. Et le centre de notre modèle, c'est ce que mangent les hommes et les femmes, l'alimentation humaine, exprimée en termes de quantité d'aliments exprimés en équivalent produit brut et dans l'assiette par jour. Eh bien, les humains, ce qu'ils mangent, ça vient de la production végétale qui est le produit d'un usage des terres par un rendement et d'une production animale qui est le produit d'un nombre de têtes de cheptel, de cheptel par un rendement. Évidemment, la question, c'est de savoir comment les flux s'organisent entre tout ça. Et on a posé la question des usages éventuels non alimentaires qui nous intéressent moins directement ici. Et derrière tout ça, il y a une question d'azote. Et je parle d'azote, c'est extrêmement important parce que c'est la variable de commande des rendements agricoles. Et c'est aussi le fondement d'un aliment particulier, enfin d'un type d'aliment qui est la protéine. Sans azote, pas de rendement. Et sans azote, pas de protéines dans l'assiette. On sait à quel point les protéines sont importantes. Et je pense que Nicole en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Je ne détaille pas ici tout le cycle de l'azote qu'il y a derrière, on n'a pas le temps, mais on pourra y revenir dans les questions. Avec ce modèle-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'évaluer à quelles conditions sur la production végétale, la production animale et l'alimentation humaine, on peut avoir un système entièrement agroécologique. Vous aurez tous remarqué qu'il manque une flèche rouge ici, entre production animale et alimentation, mais ce n'est pas très, très grave. Qu'est-ce qu'il y a derrière le modèle? En fait, on a d'abord calibré le modèle par rapport à ce qui s'est passé en 50 ans, entre 1962 et 2010. Le fait majeur des 5 décennies 62-2010, il est quoi? Il est double. Il est un premier fait qui est alimentaire et qui est l'augmentation de ces fameuses protéines dans l'assiette. Vous voyez la quantité de protéines totale ici en kilos par personne par an qu'on pourrait exprimer en grammes par jour, qui n'a cessé d'augmenter depuis 50 années, et cette augmentation est uniquement venue des protéines animales représentées en rouge, qui nous a amené en fait à une situation où, grosso modo, on a un petit peu moins du double dans l'assiette des protéines dont on a besoin pour couvrir nos besoins nutritionnels. Donc ça, c'est le premier fait majeur, avec d'autres déséquilibres dans l'assiette. Ce fait-là, il n'a pas d'incidence sur la santé, pas du tout. Par contre, il est accompagné de plein d'autres choses qui ont eu des incidences sur la santé avec des impacts sur l'espérance de vie, notamment européenne, qui commencent à stagner. Tout ça, c'est accompagné de transformations massives de l'offre que je ne détaille pas ici. Mais dans l'offre et la production agricole, végétale comme animale, le deuxième fait majeur, c'est celui-ci, c'est la transformation de l'alimentation animale, une intensification de la production animale et finalement une augmentation très significative de la part de la production végétale en oléagineux comme en céréales,
qui est allé vers l'alimentation animale dans des proportions qui ont atteint 2/3, 1/3 quasiment de la production végétale vers la production animale. Et ici, je ne parle que des cultures. Je ne parle pas de tout ce qui est prairie, dont Jean-Louis parlera tout à l'heure, qui est extrêmement important. Mais je parle ici des cultures qu'on a envoyées vers la production animale. Voilà. Avec évidemment des potentiels d'export, etc., sur lesquels je ne reviens pas, mais surtout un dérèglement du cycle de l'azote, ce fameux cycle de l'azote, avec des pertes en azote vers les écosystèmes, dans l'eau ici, comme dans l'air ici, sous forme de N2O notamment. Et donc un puissant gaz à effet de serre. Alors, face à ce constat, cette reconstruction des transformations du système alimentaire sur 50 ans, quelle histoire on a voulu raconter du système alimentaire avec notre modèle? Eh bien, on a fait un cahier des charges pour une Europe agroécologique autour de 6 points que je ne vais pas décliner dans le détail, mais que je vais juste rapidement évoquer. Premier point, une gestion de la fertilité au niveau territorial, c'est-à-dire l'azote, ce fameux azote, là, vous allez voir, je suis monomaniaque de l'azote, mais c'est très important. On le gère au niveau territorial, ça veut dire qu'on fait rentrer de l'azote par les légumineuses, qu'on reconnecte les systèmes animaux et les systèmes végétaux, et qu'on arrête d'importer massivement des protéines végétales sous forme de soja pour nourrir le bétail. Le deuxième élément, l'abandon des pesticides pour intensifier la production végétale, c'est l'hypothèse la plus robuste, on pourrait discuter de celle-ci, mais on peut la défendre assez facilement. Troisième et quatrième hypothèse, elle porte sur l'élevage, avec l'idée de redéployer les prairies naturelles, Jean-Louis en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, et l'idée d'extensifier l'élevage, à la fois ruminant et granivore, d'une part pour beaucoup mieux valoriser ce que les humains ne peuvent pas consommer, et d'autre part pour profiter de ce que les animaux peuvent fournir comme service écosystémique, à travers l'usage notamment des espaces semi-naturels, la végétation semi-naturelle, que sont les prairies et tous les autres espaces qu'on ne peut pas valoriser directement. L'élément qui nous intéresse le plus dans ce webinaire, c'est évidemment une hypothèse sur les régimes alimentaires qu'on a voulu moins riches et plus équilibrés, conformes aux recommandations nutritionnelles. J'y reviendrai dans un instant dans le détail. Et puis le dernier élément, c'était comment est-ce qu'on priorise l'usage de la biomasse entre alimentation humaine, alimentation animale, usage non alimentaire, et je pourrais même dire biodiversité. Évidemment, tout ça n'a de sens que lorsqu'on le regarde de manière systémique. Il n'y a pas une hypothèse plus importante que l'autre, mais le système ne tient pas si on en enlève une. Voilà, donc c'est une visée systémique de tout ça. Qu'est-ce que notre modèle nous raconte? Quelle histoire on peut raconter d'un système alimentaire agroécologique qui est vertueux d'une manière multidimensionnelle, c'est-à-dire sur la biodiversité, sur le climat et sur la santé humaine? Est-ce que ça tient? La réponse, c'est oui, avec un certain nombre d'enjeux qu'il faut traiter. Première chose, l'alimentation. Les éléments clés des changements de régime alimentaire qu'on évoque ici, ils sont au niveau de la végétalisation d'alimentation, c'est-à-dire une augmentation de la part des fruits et légumes en bleu foncé ici dans la consommation. Aujourd'hui, on mange en moyenne 270 grammes par jour. Il en faut plutôt 500 grammes, c'est ce que nous dit l'OMS, l'EFSA et l'ANSES. Et puis une réduction assez importante, à la fois de la production des produits de viande, une division par 2, et des produits laitiers, une division par un peu moins de 2, de 50%. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, ça permet d'arriver aux protéines nécessaires et suffisantes pour couvrir nos besoins, c'est-à-dire un peu moins de 60 grammes par jour de protéines, et 1 sur 2 de ces protéines est d'origine animale, donc 30 grammes de protéines animales, 30 grammes de protéines végétales par jour. Donc en fait, on enlève les protéines qui étaient en trop, et ensuite, on répartit équitablement entre les protéines animales et les protéines végétales. Cette demande-là, elle est satisfaite intégralement par un système agroécologique, à la fois du point de vue des cultures et du point de vue de la production animale, avec une spécificité du modèle qu'on a fait ici, qui est qu'on donne la part belle aux ruminants. On dit souvent, les ruminants, c'est un vrai problème pour les gaz à effet de serre, etc., etc. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et les ruminants, en fait, ils jouent un rôle majeur pour la gestion de la fertilité, pour le maintien des prairies permanentes et les services écosystémiques qu'elles nous rendent, et pour le fait qu'ils peuvent utiliser une alimentation qui n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine. Et donc, en fait, dans TIFA, c'est les ruminants qui sont privilégiés par rapport aux monogastriques, qui, eux, sont en compétition directe avec les humains. Et donc, voilà, les évolutions de la production, hein, une baisse de la production, puisqu'on enlève les pesticides, on enlève l'azote de synthèse, mais ça permet de couvrir les besoins des Européens. Ça permet aussi, j'y viens, pardon, donc en termes de résultats, ça permet non seulement d'avoir des consommateurs mieux nourris, ça permet de regagner la biodiversité,
Ce n'est pas négligeable non plus, ça permet de baisser radicalement les émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 40 à 40% selon comment on compte et les périmètres qu'on regarde. Et vous voyez ici, la réduction des émissions, elle vient essentiellement de ce fameux azote, sol agricole, c'est-à-dire la réduction des engrais azotés. Et elle vient pas tellement, comme on fait souvent, de la réduction du cheptel ruminant et la fermentation entérique. Dernier élément, en fait, on maintient quand même une capacité d'export significative avec un céréal de cette nature-là. Donc, pour conclure mes 10 minutes, je crois que j'ai à peu près tenu mon temps, quelques éléments de conclusion, quelques éléments de perspective. La première chose, c'est bien de dire qu'une végétalisation de l'alimentation, elle est possible et elle est souhaitable, à la fois d'un point de vue nutritionnel, qu'on parle des protéines ou qu'on parle surtout des fruits et légumes, c'est surtout les fruits et légumes qui est souhaitable, les protéines ne posent pas de problème, c'est juste que quand on en consomme trop, ça a des conséquences environnementales. Et que pour comprendre de quelle nature doit se faire cette végétalisation, il faut avoir une approche la plus systémique et multidimensionnelle possible. On ne peut pas regarder que le climat, ou que la biodiversité, ou que la santé. Et donc, on a besoin de regarder les trois ensemble. Et quand on regarde les trois ensemble, eh bien, la place de l'élevage, c'est un élevage économe et autonome qui n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine et qui rend des services aux sociétés humaines à travers la valorisation de ressources non consommables par les humains et d'espaces qui rendent des services écosystémiques au reste de l'agriculture et aux humains. Ça a évidemment des implications économiques et sociopolitiques qui sont complexes à envisager, que politiquement aujourd'hui on ne veut pas regarder en face, mais qui sont fondamentales. À la fois sur la transition des pratiques alimentaires qu'il faut accompagner, il y a déjà plein de choses qui sont en cours, il faut continuer de les accompagner. Sur les questions de transition juste, il y a une question de transformation du secteur de l'élevage qui fournit aujourd'hui de nombreux emplois et des revenus, même s'ils sont en baisse, à une part importante de la population. Il faut regarder ça aussi en face, il faut accompagner cette transition. On l'a déjà fait dans d'autres secteurs. Dans le secteur de la vigne et du vin, il a fait cette transition-là vers la qualité en perdant des emplois, mais en rémunérant mieux ceux qui restaient. Il y a des enjeux démographiques autour de l'élevage, notamment en France, où il y a quand même un grand nombre d'éleveurs qui seront à la retraite dans très peu d'années. Plus de 50% des éleveurs, ils ont moins de 50 ans, ils ont plus de 50 ans. Donc, de toute façon, cette transition, elle va être du fait de ces questions démographiques. Donc, on a toutes les bonnes raisons de vouloir l'accompagner pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Et puis, c'est une question qui n'est pas française, elle est simultanément française, européenne et mondiale, du fait des interdépendances de marché fondamentales qui existent entre les marchés communs et les producteurs dans le reste du monde. Donc, on ne peut pas traiter cette question en se regardant dans le en France, il faudra qu'on la pose au niveau européen et au-delà dans les accords commerciaux qu'on a avec le reste du monde. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie. Merci Pierre-Marie. Avant de passer la parole au prochain intervenant, une petite remarque et peut-être une question. La remarque, c'est, mais on en reparlera avec Nicole, c'est qu'il est sans doute pas possible de limiter notre alimentation et nos besoins alimentaires aux apports protéiques, mais je pense que ça sera une question dans la table ronde. Et peut-être une petite question tout de suite par rapport au scénario TIFA. Rapidement pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ce scénario? Alors, simplement juste sur la partie alimentation, évidemment, on n'a pas regardé que les protéines et les calories. J'ai juste parlé de ça parce qu'il y avait 12 minutes. Enfin, d'accord. Ensuite, sur les questions, les avantages et les inconvénients de TIFA, TIFA, c'est un scénario qui est multidimensionnel et donc, je dirais, il a quand même beaucoup d'avantages. Le principal inconvénient qu'il a, c'est qu'en fait, comme il extensifie beaucoup pour des raisons paysagères, d'usage des terres et de respect des services écosystémiques dans les écosystèmes agricoles, eh bien, en fait, il offre pas beaucoup de marge de manœuvre pour produire de la biomasse pour substituer aux énergies fossiles. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est une vraie question, c'est une pierre dans le jardin de TIFA. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec nos collègues de Solagro, avec des chercheurs au niveau international, pour essayer de comprendre d'abord quels sont les besoins exacts de biomasse pour aller vers une économie neutre en carbone, et finalement, quels sont les compromis qu'il faut construire entre les enjeux de biodiversité et de maintien des fonctionnalités des agroécosystèmes, en gros pour qu'ils continuent à produire dans 10, 20, 30 ans, et la question de la substitution aux énergies fossiles. Donc, pour moi, c'est vraiment le gros point sur lequel il y a besoin de continuer à travailler. C'est comment on assure ce besoin en biomasse face au besoin de sortir des énergies fossiles. D'accord. Merci Pierre-Marie. On reviendra sur tout ça durant la table ronde. Est-ce que je peux avoir la dia suivante,
s'il vous plaît, Sandrine. Voilà, donc maintenant nous allons donner la parole à Jean-Louis Perrault. Jean-Louis Perrault est membre de l'Institut for a Positive Food et également directeur de recherche à l'INRA et spécialiste de la partie production animale. Donc Jean-Louis, je te laisse la parole sans plus attendre. Eh bien, merci Yvette et bonjour à toutes et à tous. Donc, la première diapo, s'il vous plaît. Voilà, alors, donc 10 minutes pour présenter un petit peu les challenges et les opportunités pour l'activité d'élevage. Alors, on sait tous qu'on est dans une société qui appelle à un changement profond du modèle agricole. C'est pas que en France, c'est en Europe, partout dans tous les pays. Et cette demande, aujourd'hui, elle est relayée par l'agenda politique. Vous avez tous entendu parler de la Farm to Fork stratégie, de la stratégie pour la biodiversité. Et ces stratégies-là, elles mettent en avant des objectifs assez ambitieux de réduction des antibiotiques, réduction des pesticides, des engrais minéraux, des émissions de gaz à effet de serre, le développement de la bio. Pour y arriver, le message que je veux faire passer, c'est qu'on ne peut pas y arriver si on ne reconnecte pas plus étroitement que ça l'est aujourd'hui l'élevage et les cultures. Ça, c'est une voie majeure de progrès. Si on raisonne les cultures d'un côté et l'élevage de l'autre, on ne va pas y arriver. Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que j'appelle cette reconnexion? C'est vraiment de repenser notre système alimentaire, mais pour ce qui me concerne dans l'exposé aujourd'hui, le système agricole qui est en amont, en considérant à la fois les cultures, les prairies, qui servent en partie à nourrir les animaux et en partie à faire de l'alimentation directement pour l'homme, les animaux faisant de l'alimentation pour l'homme utilisant des coproduits, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier et qu'on a beaucoup oublié dans les modèles de développement récents, c'est le sol. L'élevage, il est là pour entretenir le sol, sa fertilité, ramener des effluents sur le sol et ensuite servent aux cultures. Et donc, si on veut maintenir notre système agricole dans les frontières de la planète, que ce soit sur les émissions d'azote, de phosphore, les émissions de gaz à effet de serre, la destruction de la couche d'ozone, enfin, vous avez dans le cercle tous les grands enjeux, il faut recoupler le sol, l'animal et le végétal. Les bénéfices derrière ça, c'est une agriculture qui serait carbone neutre, plus adaptable au changement climatique, plus autonome en termes de protéines, importation de soja, ça vient d'être dit déjà, moins d'engrais minéraux et de pesticides, reconquête de la biodiversité et reconquête de la qualité des écosystèmes. Et l'élevage, il a un rôle majeur dans ça, il a des rôles majeurs. D'abord, il est apte à recycler dans la chaîne alimentaire des biomasses non consommables, il procure des engrais organiques, il facilite la diversification des rotations et il valorise la prairie. Diapositive suivante. Alors justement, est-ce que l'élevage recycle bien dans la chaîne alimentaire? Oui, il recycle bien, mais il pourrait faire mieux. Et vous avez tous en tête, vous avez tous lu des chiffres, il faut 10 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales. C'est pas complètement faux, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Parce que dans ces protéines, il y en a que nous, on ne peut pas consommer. L'élevage, en fait, recycle les biomasses qui ne sont pas consommables par l'homme. Au niveau mondial, c'est 86% de ce que mangent les animaux n'est pas consommable par l'homme. En Europe, selon les filières, ruminants, monogastriques, entre 60 et 90 ou 95% de ce que je mange des animaux, on ne peut pas le manger. Donc, c'est pas une véritable compétition. Et ce qu'il faut considérer, c'est dans ce que mange l'animal, ce que nous, on pourrait manger, alors ici exprimé en termes de protéines, on pourrait le faire en termes d'énergie, et puis dans l'animal, qu'est-ce qu'on mange ou qu'est-ce qu'on ne mange pas. On ne mange pas toute une vache, il y a des parties qu'on ne mange pas. Quand on produit du lait et des œufs, on mange à peu près tout. Et vous voyez que ce soit au niveau mondial ou au niveau européen, d'abord, il y a des marges de manœuvre importantes. Et un peu comme ça a été dit par Pierre-Marie juste avant, finalement, les ruminants, ils sont quelque part plus efficients que les monogastriques parce qu'ils mangent beaucoup plus de cellulose. Et donc, ils transforment cette cellulose en lait et en viande. Et ce qu'il faut en Europe, c'est avoir des systèmes de ruminants qui ne produisent pas 1,5 kg de protéines animales pour 1 kg de protéines végétales consommables par l'homme, mais que l'animal aurait consommé. Il faut aller vers un chiffre de 2 que l'on peut obtenir. C'est la vache qui produit du lait avec de l'herbe. Elle produit beaucoup plus de protéines qu'elle n'en consomme, en gros, avec le peu de soja qu'on lui donne ou le peu de céréales qu'on lui donne. Et chez les non-ruminants, c'est pareil, un atelier de cochon, il peut être très efficace s'il mange des coproduits. Et le ruminant, il valorise aussi, vous voyez sur les photos, des surfaces sur lesquelles on ne peut rien faire. On ne pourrait pas cultiver du blé sur cette surface du Massif central ou dans ces sous-bois méditerranéens.
Donc voilà, là, les ruminants, ils sont capables de produire quelque chose à partir de ces ressources et de ces milieux pauvres. Oui, la suivante, diapositive. Alors l'élevage est là aussi des relations très complexes avec la biodiversité. Quand on dit élevage et biodiversité, tout de suite on parle de déforestation et d'importation de soja. Bah, c'est vrai, oui, donc ça faut absolument le réduire, voire le supprimer. En gros, l'Europe importe 10% de la déforestation mondiale. Alors c'est le soja, mais c'est aussi le caoutchouc qui sert à faire les pneus de voitures, le bois qui nous sert dans certaines constructions, l'huile de palme, etc. Donc il n'y a pas que le soja, mais le soja elle en fait partie, il faut le réduire. Mais localement, l'élevage, il a des contributions très positives à la biodiversité. D'abord, puisque l'animal peut manger beaucoup de choses que nous, on ne mange pas, ça peut vouloir dire qu'on peut diversifier les systèmes de culture et les rotations, dont l'introduction de plantes mellifères pour la pollinisation. Je vous en ai mis quelques exemples ici, du tournesol, du colza, qui servent bien aux animaux parce qu'ils font du tourteau en plus de l'huile. Et puis, le rôle majeur de la prairie qui peut être très, très biodiverse. Et puis, au niveau des paysages, un paysage de polyculture élevage, on imagine bien que c'est beaucoup plus riche en biodiversité qu'un paysage d'open field, de plaines céréalières, où il n'y a plus rien que des champs de blé, de betterave et de colza éventuellement. Bon, dans un paysage de polyculture élevage, on voit qu'on peut avoir toute une hiérarchie d'animaux, depuis des petits insectes qui se déplacent peu, des insectes volants qui se déplacent plus, des petits mammifères, jusqu'aux rapaces qui mangent ces petits mammifères. Et en France, une vache est associée à 90 mètres de haie. Donc, quand on détruit des troupeaux, on détruit aussi des haies, justement, pour faire des paysages d'open field. Oui, diapositive suivante. Alors, le problème de l'élevage, c'est aussi les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier chez les ruminants, c'est le rumen. Le ruminant est un animal fantastique parce qu'il digère de la cellulose, mais la contrepartie, c'est que cette digestion de cellulose conduit à produire du méthane, qui est classé dans les gaz à effet de serre avec un pouvoir réchauffant important. Donc, il faut réduire cette émission de méthane, il n'y a pas de doute là-dessus. Et vous voyez que dans une ferme laitière ou une ferme de ruminants, d'une façon générale, la moitié des gaz à effet de serre, c'est le méthane du rumen. Et puis ensuite, il y a les émissions qui sont liées à la production d'aliments, gestion des prairies, et puis gestion des effluents qui émet aussi du méthane. Et donc, pour réduire ces émissions, c'est possible, hein, si on est un peu optimiste, on doit pouvoir les réduire de 60% par rapport à ce qu'elles étaient en 2010, soit en travaillant sur le troupeau avec des pratiques alimentaires plus ajustées, utiliser des inhibiteurs de la méthanogénèse dans le rumen, soit peut-être demain des sélections d'animaux peu émetteurs, bon, c'est un objet de recherche, cette voie est plus difficile que vous l'imaginez, soit à travers la gestion des troupeaux en réduisant un peu les effectifs, sans forcément réduire la production. Par exemple, en rééquilibrant entre troupeau laitier et troupeau viande, en faisant plus d'engraissement à partir du troupeau laitier. Et puis, surtout, il y a les voies de l'agroécologie, utiliser les légumineuses, Pierre-Marie vous l'a déjà dit, c'est très important, ça évite des émissions, utiliser mieux les effluents pour réduire les émissions, séquestrer du carbone dans les sols, c'est encore le rôle de la prairie de faire ça, et puis produire de l'énergie directement à partir de la méthanisation des effluents. Donc, plusieurs voies de progrès qui peuvent être très importantes en termes de réduction des émissions. Diapositive suivante. Et puis, il faut penser à redistribuer l'élevage sur les territoires. En fait, dans les territoires où il n'y a plus d'élevage, on utilise beaucoup de pesticides. Et vous voyez, dans le travail qui se fait sur les fermes du plan éco-phyto en France, qui vise à réduire l'utilisation des phytos, les fermes de polyculture élevage, donc qui mélangent en gros des ruminants et des cultures, utilisent beaucoup moins de phytos que les exploitations qui sont spécialisées en culture, tout simplement parce qu'elles ont des rotations beaucoup plus diversifiées, elles remettent de la prairie dans les rotations et ça casse les cycles de parasites. Et donc, l'élevage peut contribuer, ou la réintroduction de l'élevage dans certains territoires peut contribuer à réduire l'usage des pesticides. Par contre, dans d'autres territoires, l'élevage a des effets très, très négatifs. Bon, je vous ai mis ici les fuites de nitrate. Partout dans la carte, c'est rouge ou mauve, donc tout l'ouest Europe Atlantique, là, c'est des émissions majeures de nitrate et d'ammoniac parce qu'il y a beaucoup trop d'élevage sur ces territoires. Donc l'idée, c'est peut-être réduire un peu l'élevage, mais c'est surtout de bien mieux le répartir sur les territoires pour en tirer des bénéfices. Diapositive suivante. Puis le dernier point, c'est de changer notre regard sur la façon d'évaluer les choses et d'adapter, en tout cas d'améliorer les méthodes. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la méthode qui est dite analyse de cycle de vie, qui toutes, vous voyez, un résultat ici d'un papier, mais il y en a des dizaines des papiers comme ça qui montrent que l'empreinte carbone de la viande est très, et des produits laitiers est très, très élevée par rapport à l'empreinte carbone des produits végétaux.
Alors c'est vrai, mais c'est qu'une petite vision de la chose. En fait, les systèmes d'élevage agroécologique ou les systèmes d'agriculture bio, eh ben, c'est des systèmes qui produisent de l'aliment, et c'est ce qu'évalue la CV. Toutes les émissions sont ramenées à l'aliment, mais c'est aussi des systèmes qui produisent d'autres services, qui entretiennent la fertilité du sol, qui entretiennent la biodiversité, qui stockent du carbone. Donc, tout ce qui est dans les scénarios TIFA, en fait, d'approche agroécologique des choses et qui ne sont aujourd'hui absolument pas prises en compte dans les ACD. Et donc, il faut vraiment changer, améliorer cette méthode. C'est pas qu'elle est mauvaise en soi, c'est qu'elle n'est pas complète aujourd'hui. Et faire une politique d'affichage environnemental rapidement à partir uniquement de ces résultats d'ACD va conduire à de mauvaises conclusions et à une mauvaise image de ce qu'est la vraie durabilité des systèmes agricoles. Diapositive suivante. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut? Il faut penser global et donc sortir d'une vision trop simpliste qui ne serait juste que opposer la plante et l'animal. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que les effets de l'élevage, en fait, ils sont beaucoup plus nuancés qu'il n'est souvent dit et que la durabilité de nos systèmes alimentaires nécessite la présence de l'élevage. Pierre-Marie l'a bien démontré dans TIFA. Réduire l'empreinte carbone de nos régimes, c'est un objectif, mais ça peut pas être le seul. Il faut penser carbone, il faut penser biodiversité, il faut penser recyclage des biomasses en même temps. Les conditions de succès d'une agriculture qui serait repensée, c'est un élevage qui doit évoluer en profondeur, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. À la fois peut-être en qualité, ça c'est sûr, en répartition territoriale et en volume global probablement. Deuxième point, c'est qu'il faut articuler les échelles locales et globales. On est aussi dans un pays ou dans une région du monde qui importe, qui exporte. Donc, il y a nos problèmes locaux, mais il y a aussi les problèmes globaux. Et puis, il faut développer des méthodes qui permettent d'évaluer réellement les progrès. Et s'il faut retenir quelque chose, pour moi, c'est élevage, culture et sol doivent travailler ensemble pour améliorer notre sécurité nutritionnelle et dans d'autres parties du monde, la sécurité alimentaire aussi. Voilà. Merci bien. Je pense que j'ai tenu juste 10 minutes. Parfait. Merci Jean-Louis. Avant de passer à l'intervention suivante, juste une question qui est dans le chat. Pourquoi les efforts menés depuis plus de 50 ans n'ont pas, à ton avis, eu le succès espéré? Je ne sais pas de quels efforts on parle. Les efforts qui ont été conduits depuis 50 ans, ça a surtout été des efforts pour accroître la production, la productivité. Ça a été un grand succès, il faut être honnête. Les politiques agricoles d'après-guerre ont conduit à ce que tout le monde mange plus qu'à sa faim, puisqu'on mange peut-être même trop de protéines aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on pourrait en manger un peu moins. Donc, on a fait un succès. Simplement, on n'a pas réalisé qu'en développant notre agriculture et en particulier l'élevage, sans considérer les ressources qu'on mettait en œuvre pour produire, eh ben, ça a conduit à de la dégradation de qualité des écosystèmes, ça a conduit à des émissions de gaz à effet de serre trop élevées et qu'aujourd'hui, il faut repenser le développement agricole d'une autre façon, beaucoup plus via l'efficience que la productivité, puisqu'on produit aujourd'hui assez globalement. Simplement, il faut faire attention à la façon dont on produit et passer d'une approche qui était très linéaire de la production à une approche beaucoup plus circulaire. Merci Jean-Louis. Nous allons passer donc à la dernière intervention. Si je peux avoir la slide suivante. Donc l'intervention de Nicole, c'est toi Nicole qui va prendre la main. Donc, l'intervention de Nicole Darmon, qui est nutritionniste et directeur de recherche à l'INRAE et qui va donc nous parler un peu plus alimentation et nutrition dans le topo qui va suivre. Est-ce que vous voyez mon écran, oui? Non, pas pour l'instant. Ah, je n'ai pas fait la manip qu'il fallait alors. C'était partager l'écran, Nicole. En oui, bas, la petite flèche. Ah voilà, je pense que ça va être bon. Là, c'est bon? Voilà. Ah, ça y est. Merci beaucoup de cette invitation. Peut-être il faudrait que tu fermes ton micro, je crois, Yvette. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer par un petit warning, c'est-à-dire que moi, ce que je vais vous présenter en tant que nutritionniste qui travaille quand même sur l'alimentation durable, mais en regardant l'assiette, le consommateur surtout son assiette, les impacts et notamment l'impact carbone calculé par analyse de cycle de vie,
vous aurez compris que peut-être certaines des conclusions, certains des messages que je vais faire passer vont être potentiellement, partiellement conflictuels avec les deux présentations précédentes, justement parce que peut-être je me base uniquement sur les résultats d'ACV et que je ne regarde que l'assiette. Donc, ceci étant dit, ça donne un peu de grain à moudre pour la table ronde. Alors, je voulais donc, Yvette nous a présenté les fondements et les concepts de l'alimentation durable qui avaient été pour la première fois définis par la FAO en 2010. Et là, je voulais attirer votre attention sur un document FAO-OMS qui est sorti en 2019 et qui est assez intéressant parce qu'il va au-delà des grands concepts un peu hors sol pour donner quelques principes directeurs plus concrets, même très concrets, qui ont été finalement séparés toujours sur ces grandes dimensions santé, environnement et aspects socioculturels. Et qui ont été séparés en 16 leviers. Alors, je ne vais pas du tout détailler ces 16 leviers, vous pourrez regarder ça de près si ça vous intéresse. Je voulais juste revenir sur deux leviers qui nous concernent directement aujourd'hui. Donc, le levier 3 dit qu'une alimentation durable doit contenir des céréales complètes, des légumineuses, des fruits oléagineux, ainsi qu'une abondance et une variété de fruits et de légumes. Donc, on est vraiment sur l'abondance et la diversité au sein des produits végétaux, avec quand même un accent particulier sur les légumineuses, qui sont les grandes oubliées de nos assiettes et qui présentent de multiples intérêts nutritionnels, économiques et agronomiques, que je ne peux pas détailler, mais que mes collègues connaissent parfaitement. Il y a aussi un levier spécifique sur les produits animaux. Et donc, ce levier dit qu'une alimentation, des alimentations durables peuvent inclure des quantités modérées d'œufs, de produits laitiers, de volailles et de poissons, et de la viande rouge en petite quantité. Donc, la viande rouge, elle est même présente, mais en petite quantité. Donc, dans ces leviers et ce concept, il n'est absolument pas question d'exclure certaines catégories d'aliments, mais de jouer sur la diversité et puis sur le rééquilibrage en faisant une part plus belle aux produits végétaux et une part mesurée et diversifiée sur les produits animaux. Alors, une alimentation plus durable, donc une assiette plus durable, comment y arriver? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est une approche qui s'appuie, donc, comme je l'ai dit, sur les analyses de cycle de vie et notamment les impacts carbone des aliments. Donc, je ne peux pas vous décrire toutes les études qui ont été faites à partir de ce type de données, mais en fait, elles sont assez convergentes dans le sens où elles orientent sur donc, une alimentation plus végétale. Et pourquoi? Parce que quand on regarde la hiérarchie des impacts carbone des aliments, ce diagramme ressemble à celui qui a été présenté précédemment par Jean-Louis. On voit effectivement qu'on a finalement ici les produits animaux, là les produits végétaux. Donc, d'une façon générale, les produits animaux sont plus impactants que les produits végétaux, ce qui explique pourquoi on a besoin de faire ce shift vers plus de végétalisation. Mais au sein des produits animaux, certains sont moins impactants que d'autres et donc il faut un rééquilibrage au sein même des produits animaux et notamment les productions animales qui sont les produits laitiers et les œufs ont un intérêt nutritionnel pratiquement aussi important et même avec certaines spécificités comme par exemple les produits laitiers qui les distinguent de la viande et donc avec un impact carbone qui est plus faible et d'autres impacts environnementaux qui sont plus faibles également. Et au sein des produits végétaux, les fruits et légumes sont les plus impactants, surtout quand on les regarde comme je l'ai fait là en l'exprimant pour 100 kilocalories. Donc ça peut aussi amener à certains paradoxes, où une alimentation très ou trop riche en fruits et légumes pourraient être trop impactantes, mais comme ils sont importants pour la santé, malgré tout, il faut les augmenter quand ils ne sont pas présents en quantité suffisamment importante. Et puis,
tous les autres produits végétaux sont vraiment nettement moins impactants. Mais en termes de santé, certains posent des problèmes. Donc, les légumes secs, on l'a déjà dit, sont parfaitement à intégrer et à augmenter. Par contre, pour ce qui est des céréales, vraiment, sur le plan nutritionnel, c'est extrêmement important de passer au complet, en tout cas au moins au semi-complet, et ça n'aura pas d'impact délétère sur le volet environnemental, mais par contre, sur la nutrition, c'est absolument fondamental. Et donc, il y a un warning, c'est que tout ce qui est produit sucré, c'est-à-dire produit fait à partir de farine blanche, d'huile végétale et de sucre, eh bien, en fait, ce sont des produits qui ont un faible impact quand on les calcule, en tout cas par une ACV classique, et qui ont par contre très mauvais impacts sur la santé quand ils sont surconsommés. Donc là, on voit qu'il peut y avoir un paradoxe. En fait, c'est vrai qu'on est un peu nourri avec un discours assez général qui dit que manger sain, c'est forcément manger durable. Bon, il faut un peu se méfier de cette simplification, puisqu'en fait, il y a plusieurs façons de manger sain, et certaines alimentations pourront éventuellement avoir même si elles sont très équilibrées sur le plan nutritionnel, ne seront pas forcément les plus vertueuses en termes d'équilibre, enfin en termes d'impact environnemental. Et là, je vous explique un peu un élément qui peut être un fondement de ce paradoxe, une source de ce paradoxe. À partir d'un exemple très simple et assez caricatural. Donc, j'ai mis à gauche de l'écran des aliments qui sont typiquement représentatifs de ce qu'on a appelé longtemps la junk food, la western diet, les calories vides et qu'on appelle aujourd'hui les aliments ultra transformés. Et puis à droite, une représentation d'une alimentation idéale sur le plan de la santé, qui est l'alimentation méditerranéenne. Et en fait, si on se demande laquelle est la plus durable, évidemment, on a envie tout de suite de se dire que c'est l'alimentation méditerranéenne, puisqu'elle est saine et que la santé fait partie de la durabilité. Mais en réalité, ce n'est pas forcément si évident, en tout cas, de le dire avec certitude. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un élément très important qui est la densité énergétique de l'alimentation. C'est-à-dire combien il faut ingérer de quantité d'aliments pour atteindre le besoin énergétique que chacun d'entre nous a et qui est le premier des besoins nutritionnels, celui que l'on ressent quotidiennement. Et donc, en fait, si on regarde bien, une alimentation de type junk food, elle va avoir une densité énergétique de 300 kilocalories pour 100 grammes, alors qu'une alimentation idéale devrait avoir, à un moment, il y a eu une recommandation internationale là-dessus, maintenant elle a un peu disparu, mais autour de 125 kilocalories pour 100 grammes. Bon, jusqu'à 140, disons que c'est vraiment une bonne densité énergétique qui va éviter de surconsommer des calories par rapport aux besoins, alors que quand la densité énergétique est très forte, ça induit une surconsommation de calories. Alors, où je veux en venir ? Je veux en venir à une chose, c'est que pour quelqu'un qui a un besoin énergétique de 2000 kilocalories par jour, s'il ne consommait, ce qui est théorique, qu'une alimentation de type junk food, il lui suffirait d'ingérer 660 grammes par jour pour avoir son compte de calories, alors que s'il ne consommait, ce qui est aussi hypothétique, qu'une alimentation extraordinairement équilibrée de type méditerranéenne, il lui faudrait ingérer 1,6 kg d'aliments par jour. Or, il y a une relation très très forte, linéaire et forte entre l'impact carbone de notre alimentation et d'autres impacts environnementaux et les quantités consommées, et elle est encore plus forte d'ailleurs avec les calories consommées, cette relation. Et donc, ça veut dire que finalement, plus on va manger équilibré, plus il faudra des volumes importants d'aliments peu denses en énergie, et ça peut entrer en contradiction avec le fait d'avoir un impact carbone faible.
Et c'est pour ça qu'il peut y avoir certains paradoxes en termes de nutrition et d'environnement. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il est impossible, pas du tout, de concilier les deux. Au contraire, c'est très possible, mais il faut quand même avoir conscience de ces choses un petit peu contradictoires avec le sens commun. Et c'est vrai que, par exemple, le sens commun a tendance à assimiler le végétal et le sain. Et là, vous voyez très bien à travers les aliments et les ingrédients que j'ai positionnés sur cette diapo que ça n'est pas, c'est loin d'être le cas. Hein. Il y a des quantités d'aliments qui sont végétaux et qui ne sont pas particulièrement sains. Parfois, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle j'ai mis le riz blanc et les pâtes dans cette diapo, mais parce que ce sont des céréales raffinées, donc elles sont appauvries en nutriments essentiels, en fibres, et on sait que la surconsommation, la consommation presque quasi exclusive de céréales raffinées est quand même la première cause de malnutrition dans le monde, donc ce n'est pas un problème à négliger. Rapidement, on va reparler sans doute de l'équilibre idéal en termes de animal, végétal et notamment apport protéique d'origine animale et d'origine végétale. Dans cette étude que nous avons conduite il y a quelques années pour essayer de voir justement quelle serait la composition en groupe d'aliments et en famille d'aliments d'une alimentation plus durable partant de l'alimentation observée en France. Donc ici, c'est l'alimentation observée en France. Vous voyez que la contribution en termes d'apport énergétique des produits animaux est de l'ordre de 35% et en termes d'apport protéique, 60 à 70%, plutôt 70%, des apports protéiques sont d'origine animale, sont des protéines d'origine animale. Et en fait, dans 3 modèles que nous avons conduits, du plus basique qui est déjà de combiner des contraintes nutritionnelles, donc d'imposer le respect de l'ensemble des recommandations nutritionnelles à cette diète française, donc on modélise pour qu'elle soit meilleure en termes de nutriments et qui en même temps, on avait imposé des impacts environnementaux, donc il y avait 3 impacts, dont l'impact carbone, l'acidification, l'eutrophisation réduit d'au moins 30% chacun. Et puis, ça c'est un premier modèle. Un deuxième modèle où en plus on avait mis des exigences en termes de biodisponibilité des nutriments présents dans cette diète, et en particulier biodisponibilité du fer, du zinc, des protéines et de la vitamine A. Et puis un 4e modèle où on a tenté de commencer à introduire des liens de coproduction, c'est-à-dire que si le modèle avait tendance à réduire la viande bovine, ben, il ne fallait pas qu'il réduise trop, qu'il réduise de façon proportionnelle le lait, donc ce lien entre viande bovine et lait, et puis aussi entre les abats et puis la viande correspondante. Et donc en fait, qu'on aille d'un modèle assez basique pour ce qui est d'un modèle d'optimisation nutritionnelle à des modèles plus complexes où on prenne en compte donc la biodisponibilité et les liens de coproduction, la conclusion en termes de nécessaire végétalisation de l'alimentation était la même, puisque vous voyez dans les 3 modèles, on a une réduction de la contribution énergétique et protéique des aliments d'origine animale, avec un rapport 50-50 pour ce qui concerne les protéines. Voilà. Après, il faut dire quand même un mot de l'acceptabilité culturelle de tout ça, puisque c'est un des piliers de l'alimentation durable. Et s'il n'y a pas d'acceptabilité culturelle, il n'y aura pas d'alimentation durable parce que cette alimentation ne sera pas adoptée. Et donc, voilà, elle n'aura pas d'existence. Et j'ai participé il n'y a pas très longtemps à une journée de l'Association française des diététiciens de langue française, et il y a une diététicienne qui faisait part de son expérience dans justement l'accompagnement vers une alimentation plus durable, et j'ai noté avec
amusement, mais c'est finalement pas si drôle peut-être, qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à manger droit. Alors, on connaissait l'orthorexie, hein, manger droit, respecter absolument jusqu'à l'extrême les recommandations nutritionnelles. Et maintenant, il existe l'orthorexie durable, c'est-à-dire des gens qui s'empoisonnent la vie et ça devient pathologique à vouloir absolument manger durable sans même peut-être le faire correctement. Donc, il faut faire attention à ça. Et finalement, en conclusion, on se rend compte que, donc je vous ai dit, c'est pas parce qu'on va manger sain qu'on va manger durable, mais par contre, c'est tout à fait possible et heureusement d'avoir une alimentation bonne pour la santé de l'homme, la santé de l'environnement et aussi la santé des animaux, j'espère. Et finalement, le leitmotiv des nutritionnistes qui est équilibre, diversité et modération, ben, ça reste tout à fait d'actualité et ça, ce sera ma conclusion. Merci beaucoup. Alors, je vais rendre... Merci beaucoup, Voilà. Nicole. Avant de passer la table ronde, peut-être deux petites questions. La première, tu nous as parlé un peu de culture, mais un peu moins des aspects socio-économiques. Est-ce que l'alimentation durable telle qu'elle pourrait être envisagée, est-ce qu'il y aurait des différences d'accès selon le niveau socio-économique des gens? Alors, merci de me poser cette question. Tu sais que je travaille depuis longtemps sur les inégalités sociales d'accès à l'alimentation. Si tu peux couper ton micro, juste parce que j'ai du Larsen. Merci. Alors, en fait, en France, on a 10 millions de pauvres. Hein. On a 8 à 15 millions. Alors, ça peut sembler énorme comme gap, mais c'est parce qu'on a une mauvaise connaissance, mais on sait qu'on a 8 à 15 millions de personnes en insécurité alimentaire et seulement 50% d'entre elles font appel à l'aide alimentaire. Et même quand elles font appel à l'aide alimentaire, cette aide alimentaire ne couvre qu'une partie de leurs besoins et pour des délais relativement courts. Donc, on a un vrai problème et on l'a vu, tout le monde l'a vu pendant le confinement, mais en fait, ça n'a fait que révéler des problèmes qui existent depuis fort longtemps et qui se sont amplifiés. Alors, ça se traduit comment? En fait, il y a un différentiel socio-économique des consommations alimentaires et ce différentiel socio-économique porte essentiellement sur la consommation de fruits et légumes et puis sur la consommation de poissons également. Donc, les populations défavorisées consommant moins de fruits et légumes, moins de poissons, moins de céréales complètes aussi, plus de céréales raffinées et pour certaines, plus de produits sucrés, même si ce n'est pas là que le gap se fait, vraiment c'est surtout sur les fruits et légumes. Aussi, on peut noter que le prix du bio et le prix des aliments en général sous signe de qualité, il est quand même 2 fois et demi plus élevé que le prix des aliments de premier prix. Donc ça aussi, on ne peut pas l'oreiller et l'évacuer d'un revers de manche, il faut en tenir compte. Donc moi je pense que par contre, alors ça c'était plutôt les côtés, les freins, hein, mais du côté des leviers, en revanche on sait que les gens soient pauvres ou riches, hein, en France, ils consacrent 20 à 25% de leur budget alimentaire à l'achat de viande. Donc, si on réduit la viande, voilà, mathématiquement, ça libère du budget et ça peut libérer du budget pour acheter plus de fruits et de légumes et donc répondre à une équation vertueuse. Et d'ailleurs, quand on regarde la hiérarchie, tout à l'heure je vous ai montré la hiérarchie des impacts carbone entre les différents groupes d'aliments, en fait, c'est assez frappant de voir que la hiérarchie des coûts des aliments, notamment quand il est exprimé en coût pour 100 kilocalories, on peut pratiquement être superposé sur celle du coût carbone. Et donc, ça explique pourquoi, finalement, les solutions pour manger équilibré, pas cher, sont à peu près les mêmes que les solutions pour manger équilibré avec un impact environnemental réduit. Voilà. Donc, il y a des solutions, il y a de l'espoir. Bien, merci. Nous allons donc passer peut-être maintenant à la table ronde.
Donc, pour cette table ronde, nous allons accueillir deux autres représentants, deux autres membres du conseil scientifique, donc Philippe Legrand et également Pascal Ebel. Et je pense que si tout le monde est là, peut-être commencer par peut-être une question qui se pose quand même, c'est, bon, on a parlé d'alimentation durable, mais finalement, si on voulait bien réfléchir sur cette alimentation durable, comment on doit y réfléchir? Est-ce que c'est au niveau individuel, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, donc l'Europe avec TIFA ou le monde avec le HIT-Lancet? Et puis finalement, sur quoi se baser? Il y a une question là dans le chat. Est-ce qu'il n'est pas temps de travailler sur d'autres unités de mesure que les ACV ou autres? Donc, première question, un petit peu à tous ceux qui veulent commencer à y répondre. Vous avez la parole. Ça ne tente personne? Non, rapidement, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à votre question, malheureusement. On sait très bien que, je reprendrai les termes de Jean-Marc Ménard, un autre collègue de l'INRAE, le verrouillage étant systémique, le déverrouillage doit l'être également. Et donc, c'est à toutes les échelles que ça se travaille. Je pense que j'ai essayé de le raconter tout à l'heure quand on parlait des interdépendances de marché. Par contre, Yvette, vraiment, il y a beaucoup d'écho quand vous laissez votre micro allumé. Oui. Et donc, ces trois niveaux-là, local, européen, enfin national, européen, mondial, doivent être considérés. En ce moment, on voit bien que dans les batailles pour le deuxième tour des régionales, des de faire un peu de politique, mais la question de savoir que est-ce que les candidats vont mettre dans leur proposition pour l'alimentation collective est un enjeu clé, et donc ça passe aussi par là. Et Nicole nous rappelait tout à l'heure que les choix individuels sont fondamentaux pour comprendre ce qui peut advenir, et que l'orthorexie durable, c'est autant de la bêtise que tout un tas d'autres choses, et que donc du coup, il y a aussi l'individu qui compte très fort dans toute cette histoire-là. Donc, pour moi, la question n'est pas de savoir quelle est l'échelle la plus importante, mais plutôt comment est-ce que on construit aux différentes échelles des choses qui sont cohérentes entre elles, de la nutritionniste libérale jusqu'à la DG Trade quand elle négocie un accord commercial avec le Mercosur. Pour moi, c'est ça la vraie question. Et d'ailleurs, peut-être pour compléter, on peut parler du HIT-Lancet, parce que finalement, l'approche HIT-Lancet, elle est souvent, parce que la communication a été entièrement axée sur l'assiette HIT-Lancet, d'ailleurs qui n'est pas juste une assiette, mais c'est un ensemble d'assiettes, puisque c'est il y a des fourchettes pour chaque famille d'aliments. Mais en réalité, ça a été construit pas uniquement sur les choix alimentaires, mais aussi en faisant des hypothèses sur des modifications, une amélioration des systèmes de production et sur une amélioration, une réduction des pertes et gaspillages. Et en fait, ce qui est dit dans cette étude HIT-Lancet, c'est qu'on arrivera à un système plus vertueux que si les trois sont combinés. On ne peut pas faire tout porter sur les épaules des mangeurs. Et c'est dommage que finalement ne soit répercuté de façon importante et médiatique que l'assiette finalement, l'assiette HIT-Lancet, parce que le message est plus large que ça. Et à ce titre, il est plus intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cette question? Peut-être moi juste un petit commentaire, je serais intéressé aussi pour avoir le regard de Pascal et de Nicole là-dessus. Sur les questions de pratique alimentaire, c'est mes collègues à l'IDRI, Mathieu Sojo et Laura Brimont, qui travaillent beaucoup là-dessus. Il y a aujourd'hui politiquement un espèce de vrai tabou sur l'idée de se dire on n'a pas le droit de parler d'alimentation politiquement parce que c'est la liberté du consommateur. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très sensible. On a fait une série d'interviews, nous, auprès des décideurs politiques pour leur demander qu'est-ce qui faisait que personne ne parlait d'alimentation de manière un peu plus, on va dire, volontariste dans l'espace politique. Et ils ont tous dit, écoutez, nous, on a peur de deux choses.
on a peur de se faire traiter d'anti-agriculteurs dans un contexte d'agribashing, et on a peur de se faire traiter de méchants politiciens qui s'en fichent des pauvres et qui veulent imposer aux gens des pratiques alimentaires X, Y, Z. Et tout ça se passe dans un contexte où, par ailleurs, les dépenses de marketing des grands groupes de l'agroalimentaire, pour de très bonnes raisons économiques, sont quand même relativement massives, et que la liberté des pratiques de consommation est une chose assez relative. En tout cas, c'est ce que nous apprennent les sciences comportementales. Et donc, c'est vrai que moi, ça me questionne beaucoup sur, quand on regarde l'échelle individuelle, comment on fait pour accompagner ces changements de pratiques individuelles et pour rendre finalement, c'est le slogan des ONG à Bruxelles, mais je ne le trouve pas si inintéressant, pour rendre le choix le plus durable et le plus sain, le plus évident pour le consommateur. Aujourd'hui, on a l'impression que politiquement, ce n'est pas des choses qui sont audibles ou qu'on a envie de traiter. Voilà, je ne sais pas, Pascal ou Nicole, si vous avez envie de réagir là-dessus. Comme j'aimerais bien avoir votre retour. Marie, je pense que ça sera l'objet du 2e ou du 3e workshop. Donc, on déborde un petit peu sur le sujet de celui-là. Donc, je vais peut-être passer à une autre question qui est, en fait, on entend ou on a l'impression que souvent que manger local, c'est durable, que manger bio, c'est durable, que c'est mieux pour la santé, c'est mieux pour des aspects socio-économiques, finalement qu'on pourrait manger bio aussi sans élevage. Qu'en pensez-vous, soit sur le local, soit sur le bio, puisque c'est des choses qu'on voit notamment dans la presse aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut commencer de répondre à ça. Local ou pas local, de toute façon, il faut sûrement les deux. Je ne connais pas de département en France qui serait capable de nourrir complètement sa population. Heureusement, enfin, il y a beaucoup de porc qui est produit en Bretagne, mais ce n'est pas les Bretons qui mangent tout le porc. Et je ne vois pas qu'on puisse produire du porc à Paris pour nourrir les Parisiens en côtelettes de cochon. Ou à Montpellier, on produit beaucoup plus de vin que les Montpelliérains sont capables d'en boire, quoi. Par contre, ils ont du mal à produire beaucoup d'autres choses dans leur territoire. Donc, le local, oui, mais il faut qu'il y ait des choses pas du local, quoi. Et puis, bon, c'est toujours pareil. Après, ça dépend comment on évalue les choses. C'est-à-dire que c'est toujours frappant et je trouve même un peu étonnant. On arrive à démontrer que dans le cas de l'agneau, manger en France de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, eh ben, ça a un impact plus faible que de la production en France, tout simplement parce qu'on compte que les gaz à effet de serre et que le transport en bateau coûte pas cher. Et c'est ce que disait Pierre-Marie, il faut, quand on veut évaluer les chaînes alimentaires, il faut évaluer sur toutes les différentes dimensions. Et je suis à peu près persuadé quand même que l'agneau néo-zélandais est beaucoup plus impactant si on le mange chez nous que l'agneau qui est produit chez nous en France. Si local, c'est à l'échelle du pays. Après, le bio, ben, c'est pareil. On voit beaucoup les politiques publiques aujourd'hui promouvoir le bio. Ben, le bio est sûrement intéressant. Voilà. On va dire les effets santé, je vais laisser mes collègues répondre, mais c'est pas si évident que ça à démontrer, quoi, quand même. Hein. Il y a pas tant que ça de papier qui démontre que le bio est intéressant pour la santé. Sûrement, ça fait consommer un peu moins de pesticides, mais voilà. Peut-être un peu plus d'oligo-éléments dans ces produits-là parce qu'ils poussent plus doucement, mais voilà, c'est des effets qui sont quand même un peu ténus. Et puis, par contre, les politiques publiques veulent pousser le bio, mais est-ce qu'il y a vraiment un marché derrière, hein? On voit bien que les prix du bio commencent aujourd'hui de plafonner parce qu'on commence de produire finalement presque, à l'échelle européenne, peut-être pas en France, hein, mais produire plus que ce que le marché est capable de consommer et vouloir absolument dans le Green Deal mettre 25% de surface en bio en Europe, bah c'est un peu casse-gueule parce que est-ce qu'il y aura une vraie demande derrière ça? C'est quand même des produits qui sont plus chers à acheter. Il ne faudrait pas que le développement du bio en Europe et en France nous conduise à importer beaucoup plus d'aliments d'autres parties du monde parce que tout simplement, ils seraient beaucoup moins chers et qu'une partie des consommateurs ne sont pas forcément très regardants sur la façon dont l'alimentation est produite. Parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre, tout simplement.
Merci Jean-Louis. Philippe, tu voulais dire quelque chose? Oui, éventuellement. Donc, je confirme ce que disait Jean-Louis sur le bio, c'est-à-dire à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune preuve que le bio soit intéressant sur le plan nutritionnel. Alors, à diviser en deux, le plan nutritionnel, nutriments. Vous trouvez effectivement quelques papiers qui disent un peu plus de tel ou tel polyphénol, antioxydant, avec l'alimentation bio. Mais en fait, dès que vous poulez tous les papiers, ça redisparaît complètement. Donc, finalement, il n'y a pas de bénéfice. En effet, souvent, l'argument d'ailleurs qui rejoint l'agronomie, c'est de trouver plus de différence entre les terroirs pour un même produit, qu'entre le fait qu'il soit bio ou pas bio. Donc, côté nutrition, au sens nutriments, riche en nutriments, il y a rien. En fait, il y a rien. Il y a des petites différences sur quelques petites choses, mais d'autres qui sont défavorables. Reste le sujet de la nutrition en négatif, c'est-à-dire la toxicologie. Donc oui, évidemment, il y a moins de pesticides, mais c'est un petit peu balancé par le fait que, comme l'a publié l'EFSA, 98% de tous les produits sont en dessous des risques de pesticides. Donc effectivement, il y a moins de pesticides, mais tout le monde est en dessous de la dose à risque. Donc finalement, il reste pour le bio que l'argument écologique, que je ne commente pas parce que ce n'est pas mon rayon. Et d'ailleurs, c'était le seul revendiqué au départ. Il n'y avait pas de revendication santé là-dessus. Merci. Juste deux petites questions pour finir et qu'on va peut-être mettre ensemble puisque le temps passe vite. La première, c'est en fait dans les stratégies de la ferme à l'assiette, il y a des propositions d'étiquetage des aliments afin de permettre aux consommateurs un choix éclairé, donc du genre éco-score, etc. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet étiquetage? On connaît déjà Nutri-Score pour les aspects nutritionnels. Maintenant, un éco-score, c'est sur l'ACV. Est-ce que c'est pour vous un élément pertinent? Juste, vas-y, Nicole. Ok. Non, deux points. Premier point sur la partie bio, c'est la question précédente. Je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de répondre quand même. Le bio, ce n'est pas qu'une question de nutritionnelle. Moi, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par M. Legrand. Simplement, il y a quand même des méta-analyses avec des expérimentations animales qui montrent des choses assez intéressantes sur la préférence des animaux pour l'alimentation bio. En 24 heures, en rat, il sait reconnaître de la bouffe bio, de la bouffe non bio, et il préfère la bouffe bio. Donc, ça dit quelque chose quand même. Après, évidemment, nutritionnellement, je ne vais pas venir sur ce terrain-là. Maintenant, sur la question, et après, il y a la question de la biodiversité, et le zéro pesticide, c'est ce qu'on a trouvé de plus robuste pour s'assurer qu'au niveau biodiversité, on est bon. Donc après, on peut discuter des questions de marché, etc. Mais je pense que la question de la durabilité, c'est, comme on l'a dit, c'est multidimensionnel. Sur la question de l'éco-score et de l'affichage, c'est un point qui est hyper intéressant, hyper structurant et très controversé. On a toutes les positions dans le débat. Nous, la question qu'on se pose côté IDRI, c'est finalement en quoi ces dispositifs d'affichage, ils peuvent être des leviers pour réorganiser le marché. Que le Nutri-Score ne soit pas idéal d'un point de vue nutritionnel parce qu'il isole les aliments indépendamment de la matrice alimentaire globale, etc., c'est probablement une évidence. Que l'éco-score basé sur la CV, il soit aussi problématique parce qu'il va rapporter l'essentiel des impacts environnementaux au kilo de CO2 par tonne d'aliments, c'est aussi une évidence. Néanmoins, on peut quand même se poser la question, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'IDRI, sur en quoi le fait de structurer cet affichage-là organise la demande et du coup, de ce fait-là, restructure l'offre parce que ça crée des anticipations du côté des opérateurs de la production sur finalement, mais qu'est-ce que le consommateur va préférer? Et aujourd'hui, vous avez un grand nombre d'industriels qui sont en discussion avec Yuka pour essayer de savoir ce que Yuka va dire de leur production et en fonction de ça, repositionner leur offre. Alors, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais je trouve que ça pose des questions très intéressantes sur comment on peut faire évoluer cette fameuse offre alimentaire pour faire du produit, encore une fois, du plus sain et le plus durable, le plus aisé à trouver dans les rayons pour le consommateur. Donc, je pense que c'est autour de ça qu'il faut réfléchir les vertus respectives des éco-scores et des Nutri-Scores. Ce qui n'enlève en rien les autres questions et leur caractère très complexe. Moi, je veux bien compléter. Sur le bio, juste une info. L'Institut national du cancer vient de sortir une série
de mise au point, et notamment sur le bio, il confirme qu'il n'y a aucun effet démontré sur la santé. Donc, c'est quand même intéressant à savoir. Et ce qu'il y a par contre de gênant, c'est que le PNNS semble dire le contraire. Donc, voilà, ça crée de la confusion. Par rapport à l'éco-score, moi, je suis complètement hostile. De la même façon que je suis hostile au Nutri-Score, et pour les mêmes raisons. Pourquoi? Parce que c'est typiquement, ça va être basé sur des données de base dont on connaît toute la fragilité et dont vous avez insisté sur la fragilité de l'ACV, qui a un biais forcément, puisque qui dit score dit simplification, qui dit simplification dit erreur de classement. Et si c'est pour en arriver au même type d'erreur que celle qu'on a avec le Nutri-Score, qui est capable de nous mettre un D, valeur D, sur du foie de morue, qui est l'aliment le plus génial sur le plan nutritionnel, au même titre que les bonbons qui sont les pires et qui sont des calories vides, eh ben moi je dis non. Si on ne peut pas faire mieux que ça, abstenons-nous, parce qu'on est en train d'induire les consommateurs dans des nœuds au cerveau, desquels ils ne peuvent pas sortir. Voilà, je suis extrêmement hostile à ça. Et en plus, l'aliment durable, si on va plus loin, si on va sur l'aliment durable, donc parfait nutritionnellement, environnementalement, etc., bah, c'est une ineptie. Parce qu'en fait, les vrais concepts et les bons concepts, c'est alimentation durable. Et on a vu même que alimentation durable, vous l'avez très clairement démontré, Jean-Louis et Pierre-Marie, ça n'a pas de sens. Le vrai sens, c'est le système alimentaire durable. Je ne vois pas comment ce concept complexe de système alimentaire durable peut être résumé en un ou plusieurs scores. Merci beaucoup donc je voudrais qu'on revienne un peu sur l'étiquetage environnemental. Oui, enfin, je pense que le consommateur, il souhaite de plus en plus avoir de l'information. Donc, il faut lui fournir de l'information, même si elle est un peu simplifiée, voire simpliste à certains moments. Surtout, il faut qu'elle reste robuste malgré tout. Alors, je ne me prononce pas sur le Nutri-Score, mais quoi qu'on voit des fois des choses étonnantes, mais je me prononce sur l'éco-score. Aujourd'hui, on n'a pas, avec l'ACV tel que c'est fait, les moyens de faire un affichage très pertinent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va afficher demain qu'un produit bio a un moins bon score qu'un produit standard, tout simplement parce que on n'intègre pas les pesticides et on n'intègre que de l'ACV qui est ramené au kilo de produit. Et ben oui, en bio, on est moins productif, donc les émissions de gaz à effet de serre par kilo de produit sont plus élevées, et donc on va mettre du rouge sur les produits bio, ce qui est quand même ce qui va quand même induire quelques doutes dans l'esprit des consommateurs. Et même chose pour les productions de viande. On va bien mieux noter, alors j'ai rien contre le cochon intensif produit en Bretagne, mais il sera bien mieux noté que de la viande bovine produite dans le Massif central en système herbagé, quoi. Tout simplement parce que le cochon émet moins de gaz à effet de serre que la vache, et que l'ACV, elle est basée sur l'animal et pas sur le système. Donc, tant qu'on n'intégrera pas dans cette analyse la biodiversité, les risques de santé via l'usage des pesticides, et puis les pesticides, c'est aussi la biodiversité, Pierre-Marie l'a rappelé tout à l'heure. Tant qu'on n'introduira pas ça et qu'il n'y aura pas des éléments scientifiquement fondés pour le faire, et que ça sera qu'une société qui va le faire, parce que la recherche n'ayant pas fourni les informations, ils vont se servir d'agribalise et puis ils vont se mettre un petit plus, un petit moins, parce que c'est un système machin ou un système truc, ça n'aura pas de sens. Donc, c'est pas l'affichage en tant que tel qu'il faut condamner, c'est la façon dont il va se faire, ou qui risque de se faire, parce qu'on n'est que dans une phase d'expérimentation, donc il ne faut pas être catastrophique non plus, mais il risque d'induire du doute dans l'esprit des consommateurs sur des systèmes qui, justement, sont pour le coup très vertueux, quoi. Merci beaucoup, Jean-Louis. On arrive un petit peu au terme de la discussion, mais avant de clore, j'aimerais quand même avoir votre retour un petit peu à chacun et très brièvement, puisqu'on manque un peu de temps. Finalement, c'est quoi votre vision en une phrase ou maximum deux de la complémentarité animale-végétale selon vos spécificités? Donc, qu'elles soient d'ordre nutritionnel, agronomique, socio-économique ou autre.
difficile à résumer en quelques phrases. Mais... Yvette, moi, je peux redire ce que j'avais mis dans ma conclusion. Hein, diversité, équilibre, modération reste d'actualité et il faut continuer là-dessus. Voilà, je dirais que ça suffit déjà d'essayer d'arriver à avancer dans cette direction. Merci. Moi, du côté système de production, j'insiste beaucoup sur diversité, diversification des systèmes, donc ne pas être monolithique dans la façon de penser les choses. On a besoin d'une diversité de systèmes parce qu'il y a aussi une diversité de demandes de la part des consommateurs. Et puis, la diversité de systèmes doit contribuer à la résilience globale de notre système alimentaire national européen face à des chocs climatiques. On voit bien, cette année est particulièrement illustrative, hein, notamment pour la production, pour certaines productions, du gel, maintenant des pluies excessives. Et puis, il faut utiliser l'élevage, ce pourquoi il était fait au départ et ce pourquoi il est bon, c'est-à-dire recycler dans la chaîne alimentaire des biomasses que nous, on ne peut pas consommer et qui sont de toute façon produites, puisque le premier glucide produit par la photosynthèse, c'est pas de l'amidon, c'est des constituants pariétaux, c'est de la cellulose et des hémicelluloses. Et les ruminants et puis un peu les porcs sont capables de valoriser ce glucide qui est le premier, la plus grosse masse produite par photosynthèse sur Terre. Hein, c'est de l'ordre de 3 à 3 milliards et demi, 8 milliards et demi de tonnes, quoi, à l'échelle de la planète. Peut-être juste pour surenchérir sur ce que dit. Un mot. Sur ce que dit Jean-Louis, je pense que c'est évidemment cette question de la complémentarité entre les systèmes d'élevage et les systèmes de culture qui est à rechercher. Et derrière cette question-là, moi je glisse un complément, ça va exactement dans le même sens que Jean-Louis, mais un petit complément. La recherche des hauts rendements aujourd'hui, elle est liée aux besoins d'alimentation animale en compétition avec l'alimentation humaine. Je rappelais tout à l'heure que près de 60% des céréales utilisées en Union européenne y sont pour l'alimentation animale. Ça, c'est la course ça conduit à la course au rendement et donc ça conduit indirectement au fait qu'on a besoin de beaucoup de fertilisants de synthèse et de beaucoup de pesticides de synthèse. Et donc, en fait, c'est indissociablement une question de biodiversité, de climat, de territoire. Et si on avait un petit peu moins d'animaux quand même, on aurait besoin de produire moins de végétaux, et surtout si nos animaux, on les concentre sur les espaces qui sont non consommables par l'homme. Donc, la question de la complémentarité, elle se pose aussi par rapport à des enjeux aussi indirects que ceux des pesticides. Merci Pierre-Marie. Est-ce que Pascal, Daniel, vous auriez des choses à ajouter? Je veux bien juste prendre la parole, oui, pour dire que du côté des consommateurs, que ce soit EcoScore, Nutri-Score, ils en ont besoin, c'est déjà parti. Les applications, de toute façon, elles l'ont déjà intégré, donc c'est un peu trop tard. Il faut changer les façons de noter, il faut aller très vite et les changer très vite et intégrer d'autres paramètres, forcément. Mais les consommateurs, ils sont anxieux, ils sont éco-anxieux, et donc ils bougent de plus en plus. Le Covid a créé une angoisse vis-à-vis de la santé. Les maladies qui font le plus peur sont celles sur lesquelles ils ont compris qu'on pouvait agir en mangeant. Et donc, ça sera un des sujets d'un atelier suivant. Mais vraiment, du côté du consommateur, il réduit sa consommation de protéines animales et il augmente sa quantité de protéines végétales. C'est tiré par une partie de la population qui le fait par distinction, par effet de distinction, et qui, de toute façon, va faire changer la société. Il faut les accompagner au mieux pour que ça aille dans le bon sens. Merci. Moi, j'avais une petite remarque, si tu le permets, Yvette. Vas-y, Philippe, vas-y. Oui, très, très court. Ce débat est exemplaire et passionnant. Montre que, finalement, ce qu'a démontré Nicole sur l'équilibre protéines animales et végétales, on commence à avoir une quantité, le fameux 50-50. Et moi, je voudrais juste élargir en disant que l'équilibre produits animaux, produits végétaux n'est pas exclusivement à conduire sur le plan des protéines, mais aussi d'élargir pour les autres nutriments qui viennent en priorité d'ailleurs avant les protéines animales et végétales, puisque les végétaux ont tous les acides aminés, on le sait bien, qui sont tout simplement comme les autres nutriments, B12, fer, iode, des zinc dont on parle peu mais qui sont aussi problématiques, la vitamine A et même le DHA, les produits de type acide gras oméga 3. Et donc c'est pour toutes ces raisons additives et pas seulement pour les protéines
qu'il faut effectivement bien faire attention, tout en végétalisant, à faire un peu comme pour les protéines, mais pas seulement pour ça, trouver l'équilibre qui effectivement peut être résumé en modération et diversité, mais la science doit travailler plus finement aussi aux autres nutriments. Et quant au grand public, il n'y est pas très sensibilisé, le débat ne se résume pas aux protéines. Voilà ce que je voulais dire. Et puis ici, un mot sur le Nutri-Score, qui a le mérite d'exister, mais il n'y a pas que le fait de faire un score, et je suis d'accord avec Nicole également, c'est dur de faire un score, de résumer à des chiffres, mais il y a quand même des choix humains. Et de ce fait, par exemple, il aurait été possible dans le Nutri-Score de ne pas mettre les aliments naturels ou très très peu transformés qui se retrouvent avec un jugement, alors qu'en fait, une viande, de l'huile, un pain, du beurre, du lait, ne devrait jamais figurer dans le Nutri-Score, et les en retirer serait certainement une façon de le rendre beaucoup plus crédible et de le limiter là où il y a une main humaine qui compose, qui ajoute, qui assemble. Et effectivement, et c'est pour ça qu'il aurait dû être fait et non pas pour le reste, donc ça risque d'être un peu contre-productif. Côté écologie, j'y connais rien, mais j'imagine qu'on peut aussi éviter ces écueils. Merci. Merci. Daniel, veux-tu faire les messages à rapporter à la maison ou as-tu d'autres remarques? Remarque, de toute façon, de bien différencier les différentes voies d'approche. Enfin, il me semble que disons, la discussion entre le végétal et l'animal a une relation directe sur le plan de l'agriculture, quoi, et de l'impact environnemental, puisque là, on a des effets qui commencent à être relativement bien connus, même si, comme Jean-Louis l'a dit, on peut largement améliorer, par exemple, l'impact environnemental des productions animales. Sur le plan de la nutrition, en fait, l'équilibre végétal-animal n'est qu'une conséquence indirecte d'une réflexion sur l'équilibre nutritionnel. J'ai vu dans les questions, bon, ça a été indirectement répondu, que les questions touchent en effet sur les nutriments, sur les vitamines, sur le fer, etc. C'est-à-dire la première préoccupation du nutritionniste, ça va être est-ce que le besoin en fer est satisfait? Il y avait une question, j'ai vu là-dessus. Alors là, c'est vrai qu'on va rechercher les aliments sources de fer. Hein. Bon, Nicole a montré un peu comment on manipule ça, mais on va pas rechercher a priori du végétal ou de l'animal. On va dire quels sont les aliments qui apportent du fer, qui sont vecteurs de fer, quelle est la biodisponibilité de ce fer, et puis on va faire un calcul, et puis on peut arriver à différentes solutions. Et ces différentes solutions, évidemment, il y aura des aliments d'origine végétale, source de certains nutriments, des aliments d'origine animale, mais on va combiner les différentes solutions pour faire un régime, et tous les régimes sont pas obligatoirement les mêmes pour arriver à un équilibre nutritionnel. Enfin, je pense qu'il faut bien faire attention que le problème animal-végétal est quand même avant tout un problème environnemental, un problème de réchauffement climatique, et le nutritionnisme, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'équilibre nutritionnel. Et puis évidemment, il n'y a pas que les nutriments, et ça, l'Institut Positive Food est très préoccupé aussi par ça, c'est le plaisir, parce qu'on mange pas en calculant son équilibre de nutriments. La motivation, ce qui conduit le consommateur à consommer, c'est quand même le plaisir. Et là, on se retrouve aussi vers une diversité de l'alimentation, parce que il faut que l'alimentation soit bonne, et puis on mange pas tous les jours la même chose, on mange pas tous les repas la même chose, etc. Donc, il faut bien prendre en compte toutes ces dimensions. Alors là, j'ouvre un peu le débat des webinaires suivants hein, qui vont venir. On va aborder ces questions qui sont d'une part, évidemment, il y a un gros poids de l'offre. Et là, je pense que les scores, leur objectif est quand même surtout, ça a été rappelé, d'aller agir sur l'offre. Hein, je veux dire, et là, j'adhère complètement à la remarque de Philippe, de dire les aliments traditionnels et non transformés, ils n'ont sûrement pas besoin de score, quoi, parce qu'on introduit une confusion chez le consommateur. Par contre, en effet, ça a du sens sur les aliments très transformés, très recombinés, etc., puisque là, évidemment, il y a vraiment un problème pour le consommateur de savoir un peu où il en est. Voilà. Et puis, évidemment, un autre séminaire portera sur les problèmes de comportement et plus largement, voilà, comment on répond à la demande des consommateurs en intégrant la santé, mais aussi le plaisir, etc. Voilà.
voilà un peu ce que je voulais commenter sur ce qui a été dit. Merci. Sandrine, je te laisse conclure. Ben, merci à tous. Déjà, je vais vous remercier. Je vais arrêter le partage. Je vais déjà tous vous remercier. On a eu plus de 100 participants. Il y a énormément de questions qui sont restées dans le chat. On vous les communiquera, y compris pour un demande du replay et du PowerPoint. On reviendra vers vous. Ne vous inquiétez pas, chers participants. On ne vous laissera pas en plan. On répondra à toutes vos questions et on vous met le replay en ligne dès demain. Avec Nathalie, ben, on voulait vous remercier de cette année. Oui, Nathalie, dis-moi. Il me semble que Nikta devait annoncer, ou Daniel. Nikta. Je crois que c'est Daniel qui a annoncé les 2 prochains webinaires, il l'a fait. Mais la charte, plus précisément. Ah, la charte. Daniel, Nikta. Non, mais la charte, je l'ai commentée au début. Oui, Ah, la d'accord. charte a été déjà présentée. On peut le redire, hein, donc il y a une charte de l'Institut Positive Food qui va être disponible. Je crois que, alors, sauf erreur de ma part, elle ne l'est pas encore sur le site de l'Institut, mais elle va être disponible et donc sur les gens qui s'intéressent un peu à ce qui se fait, ça donne un peu la feuille de route et les orientations principales de l'Institut. Très bien. Comme ça, Sandrine, je te laisse annoncer la suite. Alors super, donc nous on voulait vous remercier de cette année passée ensemble, à chaque fois plus de 100 participants à nos webinaires, plus des relectures, plus des replays, plus de tout ça, donc vraiment merci beaucoup. Merci à l'Institut pour Positive Food pour ce premier webinaire passé avec vous. Les prochains, ce sera à partir de septembre, on va prendre un peu de vacances, donc on parlera du comportement réaliste et acceptable, doivent-ils être favorisés et comment adapter l'offre alimentaire. Et nous du côté de Planet Food, on se retrouvera sur une série de webinaires, vous vous rappelez on poursuit celle autour de l'alimentation, de la pédagogie alimentaire, excusez-moi. On va parler aussi des nouvelles formes d'agriculture, on va parler aussi des startups qui travaillent autour de la food. Enfin, vous voyez, puis d'ici là, n'hésitez pas à nous dire quel sujet vous voulez qu'on traite. On est aussi à votre écoute. On vous souhaite à tous un très bel été. On vous remercie à tous d'avoir été si présents à cette nouvelle horaire, qui sera notre nouvelle horaire en fin de compte, du fait de la fin de la période de confinement. Et puis, on vous dit au mois de septembre. Au revoir à tous et puis bel été. Voilà, ben merci à tous aussi. Et puis je voudrais particulièrement remercier les intervenants, Nicole, Jean-Louis et Pierre-Marie, qui ont fait en effet un très bel effort de synthèse. Ils ont tenu dans leur temps et ils ont présenté des données qui sont tout à fait intéressantes et très claires, quoi. Merci. Mais le replay en ligne dès demain. Dès demain sur les réseaux sociaux. Et sur tous ceux qui se sont inscrits. Très bel été à tous. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Yvette, au revoir Nicole, au revoir à tous. Au revoir.